Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre émission sur Média France TV, donc vers 2020. Fidèle au poste, Mohamed Chaouch, mon ami. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir Mohamed. Tout d'abord, nous souhaitons un joyeux Noël à tous nos amis de convention chrétienne, avec un peu de retard, hein, parce que on l'a fêté. Tout à fait. On ne s'est pas encore dépassé. Joyeux Noël à tous nos amis qui nous suivent. Voilà, ce soir, on va essayer de faire un bilan de l'année complète, hein, avec un peu dur, on va essayer. Nous allons toucher également un peu l'actualité, hein. Donc il y a quelques petits soucis. Donc Guatemala qui déplace son ambassadeur à Jérusalem. Donc comme vous savez, il y avait environ 9 pays qui étaient plutôt en accord avec les USA, donc Guatemala qui est une toute petite île. Quel est l'enjeu là-dedans pour Guatemala? L'enjeu par rapport au Guatemala, c'est quoi? C'est de pouvoir... Est-ce que nous vivons encore une époque où les grandes puissances économiques colonisent ou tiennent à leurs ordres ce genre de pays? Nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter, d'en débattre à cette antenne. L'enjeu pour ce type de pays, cette catégorie de pays, c'est quoi? C'est de pouvoir perdre des accords économiques avec un mastodon, avec le leader économique mondial, donc avec les États-Unis. Donc forcément, ils sont un peu point et pied liés avec l'économie américaine, et ils ont été un peu, je dirais, forcés de suivre les États-Unis dans cette décision, alors que le Guatemala, comment dire, quel est l'intérêt du Guatemala d'avoir des accords aussi rapprochés avec Israël? Je ne pense pas que ça soit vraiment par rapport à Israël, mais beaucoup plus par rapport aux États-Unis. Après, tu as bien vu la liste des pays qui ont suivi les États-Unis lors de ce vote. C'est quand même minable et misérable. Donc ce sont des pays qui, voilà, dont nous connaissons leur poids sur la scène internationale, leur poids diplomatique et économique. Donc pour dire, voilà, c'est le mot est même très faible pour dire que les États-Unis ont vraiment été isolés sur la scène internationale par rapport à cette décision du président Donald Trump. Maintenant, est-ce que ce veto va être suffisant pour que les États-Unis ou le président ou la Maison Blanche puissent faire une marche arrière, ou est-ce qu'ils peuvent, comment dire, avoir une autre attitude qui ferait en sorte que la décision prise par Donald Trump ne soit pas appliquée telle quelle sur le terrain, notamment, comment dire, le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Un autre sujet qui est d'actualité, donc l'élection catalane. Oui. Si on peut réunir la voix des trois partis séparatistes, ils ont la grande majorité de nouveau. Oui. Alors que l'Espagne, le gouvernement espagnol espérait l'inverse. Voilà. Alors, le gouvernement espagnol comptait mater les séparatistes. Ce n'a pas été ce qu'ils attendaient. Bon, après il y a eu un nouveau parti, enfin, qui n'était pas prévu, qui est sorti en tête des élections, ce qui fait qu'actuellement la situation en Catalogne est vraiment confuse, dans le sens où personne ne s'attendait à une telle sortie des urnes. Les séparatistes réunis sont quand même les grands vainqueurs de ce scrutin. De ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. Ce qu'il faut qu'on attende maintenant, c'est comment va se jouer l'après-élection. Est-ce que la vie politique et économique catalane va reprendre le dessus sur les événements que nous avons pu vivre en 2017? Est-ce que les séparatistes qui sont soit emprisonnés, soit exilés, soit en fuite, vont pouvoir être, comment dire, de nouveau admis, réintroduits sur le sol espagnol et pouvoir jouir de leur fonction, de leur mandat politique et continuer leur combat pour l'indépendance,
voilà, c'est la suite des événements qui vont venir, mais comme je l'avais déjà mentionné, nous avons une crainte dans le sens où si la Catalogne venait à être séparée de l'Espagne, ce serait vraiment un début d'enchaînement, comment dire, d'événements en Europe qui donnerait, comment dire, jurisprudence à d'autres régionalismes, à d'autres mouvements indépendants qui pourraient, comment dire, plaider pour ce type d'action. Ce qui inquiète aussi, c'est par rapport aux élections autrichiennes, comme nous l'avions souligné ici. Tu as bien vu que l'Autriche, bon voilà, il y a une droite et une extrême droite qui est au pouvoir actuellement. Qui l'Europe a laissé passer cette fois-ci. L'Europe a laissé passer. On attend de voir des sanctions, mais je ne sais pas si elles vont tomber. Est-ce que ça va continuer dans ce sens-là? Est-ce que l'Italie du Nord ne va pas déclarer son indépendance? Est-ce que la Belgique ne va pas se scinder en deux? Voilà, donc tout ça, ce sont des événements que nous devons suivre de très près. Et la Catalogne, donc, doit rester espagnole. Voilà, on a déjà commencé à faire une petite partie de notre bilan, donc on va se lancer là-dessus. Un petit bilan sur Emmanuel Macron. Alors, tu penses qu'il a réussi une partie la première année ou les premières 8 mois de son mandat? Actuellement, parmi les... Tu sais, tous les ans, il y a les personnalités politiques françaises qui sont sondées. Non, pas politique, pardon. Les personnalités que les Français admirent ou préfèrent. Encore une fois, c'est Jean-Jacques Goldman qui arrive en tête de ce sondage. Et quand tu regardes les 10 premiers, parmi les 10 premiers, il n'y a aucun politique. Alors, déjà ça, c'est un carton rouge à la classe politique. Donc, parmi les 10 premiers, t'en as aucun. Et parmi les politiciens, dans le sondage, les personnalités politiques les plus appréciées, effectivement, Emmanuel Macron arrive en tête. Donc pourquoi est-ce qu'il arrive en tête? Ben voilà, c'est le mouvement qu'il a lancé, le renouveau, un nouvel élan, un nouveau souffle. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans l'attente des résultats. Il est encore trop tôt, je dirais, pour pouvoir juger des résultats. Il est au début de son mandat. On n'est pas encore à mi-mandat. Je pense que nous ne pouvons pas juger encore de ce qu'il en devient. Par contre, il y a déjà des idées. Emmanuel Macron, c'est nouveau, mais sans être vraiment le renouveau, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'appliquer les pratiques qui étaient là depuis des décennies. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de renouveau. Il a son style à lui, il a sa carrure à lui, dans le sens, voilà, c'est un corps jeune, un président de 40 ans, c'est tant mieux pour l'image de la France, qui a un certain dynamisme, qui apporte aussi une certaine confiance par rapport aux politiques internationales et aussi par rapport aux marchés internationaux. C'est ce qui crée un certain dynamisme économique et financier sur la place française. C'est ce qui permet d'avoir, comment dire, une santé financière pour la France. Tant mieux pour nous. Par contre, politiquement, socialement, est-ce qu'on va être au rendez-vous? Est-ce que par rapport à l'éducation, par rapport à l'éducation nationale, par rapport aux universités, par rapport à la santé, qui est vraiment un grand débat. C'est quand tu as l'ensemble des hôpitaux français qui sont, comment dire, dans le rouge, qui tirent la sonnette d'alarme parce que voilà, ils n'en peuvent plus à force d'essayer de faire des économies. Voilà, les soins ne sont plus qu'ils étaient, les patients, comment dire, ne savent plus s'ils vont ressortir en bonne santé ou en mauvaise santé, ou s'ils ne vont plus tout ressortir de ces hôpitaux. Donc il y a vraiment une crainte par rapport à toutes ces politiques-là, par rapport à la politique internationale de la France aussi. Donc il y a déjà des pas qui ont été lancés, la politique africaine de la France. Donc voilà, nous en sommes au début. Nous allons voir ce que ça va donner d'ici 1 an, d'ici 2 ans, et surtout en fin de mandat. Mais comment dire, c'est surtout un espoir. Que les Français, ils ont misé sur Emmanuel Macron et sur son mouvement. C'est la faillite des autres qui ont fait que
actuellement, mais bien sûr, est encore dans la vitrine. Mais alors, on va en revenir aussi. Il y a quelques jours, rue Solferino, le siège du Parti Socialiste, le siège historique du Parti Socialiste a été vendu. Donc c'est dire la gravité, comment dire, de la situation par rapport à un parti politique, comment dire, qui a gouverné pendant des décennies, qui était l'un des piliers des mouvements politiques français. Donc effectivement, oui, il y a un réel déclin par rapport à la décomposition de ces partis traditionnels, aussi bien de gauche que de droite, même s'ils essaient de recoller le morceau en choisissant un nouveau chef de file des deux côtés, mais tu vois bien ça a du mal à se passer, hein. Bien sûr, il y a comment dire, ça a du mal à prendre, et je pense que la pilule n'est toujours pas digérée des présidentielles, dans le sens où les épées ont vraiment été tirées de part et d'autre des différents groupes, des différentes composantes de ces partis-là. Les primaires n'ont vraiment pas fait du bien, je dirais, par rapport à ces partis-là, parce que avant les primaires, qu'est-ce qu'on avait? On avait un mode de fonctionnement dans le sens où voilà, on avait un chef et le parti désignait un chef, et lui, voilà, il emmenait la famille au combat, aux élections. Bah là, non, là on a déjà puisé nos ressources avec des combats internes dans les deux formations. Bah, qu'est-ce qui a fait ça? Ça a affaibli les camps, je dirais. Ça affaiblit, ce qui fait que voilà, actuellement nous en sommes à la situation actuelle. La droite s'en sort un peu mieux, dans le sens où ils ont encore énormément de mandats en local, c'est-à-dire ils ont encore énormément d'élus locaux qui leur permettent d'avoir encore un pied à terre au niveau des régions et des départements, etc., et des villes, mais c'est, comment dire, ils ne sont pas à l'abri aussi d'un éclatement encore plus fort. Donc là maintenant, avec l'élection de leur chef de file, on va voir s'ils vont pouvoir en 2018 tenir le coup et se préparer pour les échéances européennes. L'arrivée sur scène des partis comme PEJ, Parti Égalité Justice, va embellir un peu, va attirer un peu l'attention des gens maintenant, ou est-ce qu'on va descendre de nouveau en dessous de 50% de participation, voire même plus bas? Au niveau de la participation des citoyens aux élections, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport à ce que nous avons pu vivre en 2017. Donc en 2017, tu fais bien d'en parler, donc il y a un nouveau parti, Parti Égalité Justice, qui a pu présenter plus d'une cinquantaine de candidats aux élections législatives. Ce qu'il faut noter, c'est que des partis régionalistes, des partis, comment dire, locaux vont toujours subsister, mais là c'est d'une autre ampleur. C'est un parti national qui a été mis en place, et je les salue. Ils ont pu démontrer que voilà, lorsqu'il y a un mouvement, lorsqu'il y a une volonté, on n'a pas besoin d'avoir des banquiers, des industriels, comment dire, tout un appui médiatique derrière nous pour pouvoir marquer notre présence. Donc c'est possible. La population, les personnes, comment dire, qui ont voulu apporter leur souffle et leur diversité, leur couleur, leur parole à ce débat, l'ont fait en toute légitimité, et on peut que leur souhaiter bonne chance pour les prochaines échéances. Il faut qu'ils continuent le combat, il faut qu'on continue le combat, qu'on ne laisse pas, comment dire, la place partis qui ont pignon sur rue, et par rapport aux autres partis, moi ce que j'aimerais aussi noter, c'est comment dire, l'échec total aussi de l'extrême droite. Alors en tant qu'institution, qui va se scinder en deux aussi, hein. Voilà, en tant qu'institution, c'est-à-dire l'UFN a raté son pari, notamment avec les prestations de Marine Le Pen, qui a, comment dire, commencé à se faire discrète ces derniers temps, mais avec la séparation de Philippot, comme tu dis, comment dire, un nouveau mouvement qui a été créé. Donc les populations qui votent pour ce type de parti sont bien présentes, ils sont bien ancrés,
et il y en a de jour en plus davantage. Par contre, il y a une offre politique qui s'élargit aussi sur l'échiquier de l'extrême droite. Donc c'est ça qui doit nous inquiéter. C'est-à-dire, c'est pas parce que le FN, qui avait toujours, comment dire, qui était le parti d'extrême droite depuis des décennies, n'a pas la seule, comment dire, n'est pas le seul porte-drapeau de cette frange de parti. Il faut que nous soyons vigilants. On peut avoir des remontées d'extrémisme de ces partis-là, là où on ne les attend pas. Ceux qui sont à la droite actuellement peuvent se rallier ce mouvement-là très rapidement, vu que les LR ou d'autres partis comme UDI, etc., qui sont de plus en plus petits, il peut y avoir des détachements qui peuvent aller sur les listes nationalistes. Tu as la même tendance aussi à l'extrême gauche. Avec Mélenchon, ce mouvement, c'est vrai que lors des élections... tu as gagné du terrain aussi. Ils ont gagné du terrain, donc tu as toute la frange communiste, l'extrême gauche qui s'est retrouvée chez lui, qui lui aussi, suscitait un espoir, mais qui n'a pas réussi à aller au bout de son process, voilà, mais qui attend, qui seront présents lors des prochaines élections, mais qui reste quand même un parti marginal, qui reste quand même un parti qui inquiète aussi par rapport à leur positionnement de l'échiquier politique contemporain. Est-ce que les Français décalent de plus en plus vers les extrémistes, les extrêmes, on va dire pas les extrémistes, les extrêmes, donc extrême gauche et extrême droite? Oui, bien sûr. Il n'y aura plus de milieu. Bien sûr, donc là, tu sais... Pour le moment, le seul mouvement, qui est le mouvement En Marche, qui arrive à tenir un peu tout le monde au milieu. C'est ça en fait. Et s'il y a un échec à ce niveau-là, donc ça peut être un basculement carrément dans les deux côtés extrémistes. Alors, le mouvement En Marche, ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'actuellement, le mouvement En Marche, si on fait un micro-trottoir, tout le monde serait surpris du nombre de personnes qui vont connaître les adjoints du président de la République, les ministres qui forment son cabinet, ou les têtes de liste du parti d'Emmanuel Macron. C'est qu'actuellement le mouvement En Marche est totalement, basé sur la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, si le chef n'est pas là, le mouvement n'est plus là. Donc, nous sommes passés à une autre configuration de parti politique aussi. C'est aussi, un renouveau dans le paysage politique. C'est-à-dire, il y a un chef de parti, donc, qui dirige, qui désigne, qui emmène le parti, le mouvement, vers la réussite ou vers l'échec. Mais la preuve que ça peut réussir. D'où ce que je te disais tout à l'heure, le fait de passer par des échéances internes n'est pas forcément une bonne chose. Très bien. Donc Emmanuel Macron essaye de garder le centre, tant bien que mal. Nous avons M. Hamon qui s'est séparé des socialistes. Oui. Donc on est en train de faire toujours le bilan de l'année. Il avait perdu lors des élections présidentielles. Est-ce que sa séparation peut diminuer davantage les voix des socialistes? Écoute, elles sont déjà très basses, donc lui il essaye de récupérer le maximum de ce qui reste des socialistes, mais voilà, je pense pas qu'il puisse reformer le Parti socialiste dans son mouvement. Ça va plutôt se jouer entre lui et Mélenchon. Mais voilà, donc là actuellement le Parti socialiste a été tellement vidé de son sens et de son intérieur, de ses dirigeants, de ses cadres, de ses votants aussi, il ne faut pas l'oublier, de ses électeurs, que voilà, donc tout le monde a tapé dedans, aussi bien Macron que Hamon que les autres, donc ça va continuer dans ce sens-là. Après, Hamon, avec son mouvement, il a voulu marquer son territoire,
on peut, en tant que bon joueur, on peut que lui souhaiter bonne chance, mais je ne pense pas que ça puisse l'amener très loin. J'aimerais juste répondre à un de nos auditeurs qui nous pose une question. Est-ce que l'on peut voir des similitudes entre la prise de pouvoir de M. Macron et celle de dirigeants jeunes d'extrême droite qui apparaissent un peu partout en Europe? Alors, la similitude, pas trop, parce que Macron, la population a tendance à vouloir élire des gens qui sont de leur génération, ce qui est tout à fait normal. Nous avons des dirigeants qui avaient plus de 70 ans jusqu'à aujourd'hui, qui étaient totalement décalés par rapport aux jeunes et de l'actualité des jeunes. Écoute, tu as plusieurs réponses à ça. Donc par rapport à la question de notre auditeur, la similitude, non. Je dirais qu'il n'y a pas de similitude dans le sens où là, pour citer l'extrême droite en Autriche, c'était vraiment un mouvement populiste, populaire, de droite et d'extrême droite. Connaissant, comment dire, l'Autriche, ils étaient toujours ancrés plus à droite qu'à gauche. Donc là, ils ont marqué l'essai. Et il y a un gouvernement qui a été créé de droite et d'extrême droite. Emmanuel Macron, c'est différent. C'est-à-dire, Emmanuel Macron part d'un parti socialiste, donc de gauche, qui crée son mouvement, mais en son sein, il va plutôt ratiser à gauche, à droite et au centre. Donc tu vas retrouver là-dedans aussi bien des personnes des anciens cadres du PS, des anciens cadres de l'UMP républicain, tu vas retrouver des personnes de l'UDI, du MoDem, voilà, donc vraiment de gauche et de droite et du centre. Donc ce sont vraiment des partis, comment dire, qui étaient existants avant le mouvement d'Emmanuel Macron, et des personnalités, comment dire, qui étaient aux commandes, aussi bien en national ou en local dans ces partis-là. Donc c'est vraiment très différent de ce qui s'est passé en Autriche, où là c'était, comment dire, ce sont des mouvements qui ont eu gain de cause et qui ont remporté les élections par rapport à leurs idéologies populistes, par rapport à leur, comment dire, à leur allocution de droite et d'extrême droite. Ça ne veut pas dire que dans le mouvement d'Emmanuel Macron, tu ne retrouves pas des déçus du FN ou des déçus, comment dire, de la droite, qui doivent prendre part aussi. Mais ce ne sont pas eux qui font comment dire, la généralité du mouvement d'Emmanuel Macron. Pour terminer, nous allons parler du PEJ, Parti Égalité et Justice, qui va commencer avec l'arrivée de 2018 pour les municipales et voire pour les européennes. Est-ce que tu as plus de détails sur le travail du PEJ? Alors, par rapport au Parti Égalité et Justice, moi j'aimerais saluer le travail qui a été fait en 2017, aussi bien par les membres que par les cadres, mais surtout par les, comment dire, par les candidats et leurs équipes qui ont bravé tout sur leur passage et qui ont été énormément courageux et ambitieux dans leur volonté de porter les couleurs du PEJ par rapport aux élections législatives. En 2017, donc, il y a un essai qui a été fait, une première nationale par rapport aux jeunes partis. En 2018, donc vont se préparer les européennes et les municipales prochainement. Moi, ce que j'aimerais, c'est, j'en profite ici pour lancer aussi un appel à l'ensemble des personnes, comment dire, qui ne sont toujours pas inscrites sur les listes électorales, parce que là il nous reste quelques jours pour la fin de l'année.
profitez-en pour être en règle par rapport à l'administration, par rapport à vos documents administratifs, par rapport à l'inscription sur les listes électorales. Ça vous prend que 5 minutes en mairie. Si vous avez déménagé, si vous avez, comment dire, changé de situation. Ce que nous avons aussi remarqué, c'est qu'il y avait énormément des personnes qui n'avaient pas du tout déménagé, qui n'avaient pas bougé de leur quartier ou de leur ville, et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés, comment dire, radiés des listes. Donc vérifiez si vous êtes toujours bien inscrit sur les listes, parce que voilà, vous n'êtes pas à l'abri en 2018, comment dire, d'une élection, pas un contrôle surprise, mais d'une élection partielle, quelle qu'en soit la cause. Et il y en aura peut-être un autour de Belfort, Besançon. Oui, donc par rapport aux élections qui ont été invalidées, mais surtout que vous soyez, comment dire, prêt pour 2019, et si jamais il faudra rectifier quelque chose, ben voilà, que vous puissiez le faire tout de suite dans les temps, quoi. Donc l'appel qu'on doit passer pour la nouvelle année, c'est d'aller s'inscrire sur la liste des électeurs et soutenir les couleurs des partis que vous avez dans votre cœur. Merci beaucoup Mohamed Chaouch. Nous allons terminer cette émission un peu plus tôt que prévu. Bon, tout le monde était en vacances, nous étions en vacances aussi. On nous a fait déplacer pour cette émission. C'était bien sûr avec plaisir. Merci à toute l'équipe pour tout le travail que vous avez fait sur toute l'année, surtout en régie, nos amis aussi, que vous ne voyez pas. Merci à vous. Et meilleurs vœux pour la nouvelle année pour tout le monde, que la paix revienne partout, bien sûr, dans nos régions, dans nos pays et puis dans le monde entier. Bien sûr, j'en profite aussi pour terminer, comment dire, sur ces quelques mots et de compassion qui vont vers les peuples qui souffrent et qui ont souffert énormément en 2017, que ce soit, comment dire, les peuples autour de la Méditerranée, quand tu prends la Syrie, la Libye, bien sûr la Palestine, mais encore plus loin la Birmanie, ou encore d'autres populations qui ont souffert, que ce soit par des atrocités humaines ou par des événements comment dire, terrestres, naturels. Je pense notamment au tremblement de terre du Mexique. Voilà, donc je leur souhaite une très bonne année malgré la souffrance, et je souhaite que 2018, comment dire, soit une année de paix, que tous ces maux cessent et que l'ensemble des populations puissent vivre en paix, en harmonie, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leurs identités, quelle que soit leur croyance. Voilà, il y a suffisamment de place sur l'ensemble du globe pour tout le monde, pour que nous puissions vivre en paix, et je pense que l'être humain est suffisamment intelligent et mérite de pouvoir, comment dire, coexister ensemble, vivre ensemble, quelles que soient, comment dire, les difficultés à surmonter. Voilà, rendez-vous en 2018, donc avec d'autres émissions vers 2020 avec Monsieur Mohamed Chaouch. Merci Mohamed. Merci Mourad. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée et très bonne année.